Bon, je ne parle pas souvent de ce que je fais en tant qu'entrepreneur, donc dans cette vidéo, on va un petit peu discuter ça, mais j'aime bien toujours faire le parallèle avec, on va dire, l'activité de business angel, donc d'investisseur en startup ou cet accompagnement. Euh, donc moi, j'ai très vite évolué dans, on va dire, le Web3 global en tant qu'investisseur particulier. J'ai fait beaucoup de finances décentralisées et pour résumer un petit peu mon activité, c'est problem solver. Donc en gros, j'identifie des problèmes et j'essaye de les résoudre. Alors c'est pas moi qui m'occupe de toute la partie développement très technique, mais j'ai une compréhension globale des attentes du marché. Donc comment on fait qu'un produit technologique fonctionne sur le marché, c'est-à-dire que des particuliers, des institutionnels, peu importe, utilisent ce produit. Donc je fais un peu le lien entre le marché et puis la partie technique pour faire en sorte que ça fonctionne. Et sur la partie technique, généralement, si on parle de CTO, de développeurs ou autres, ils sont très focus dans le code. Mais des fois, en dézoomant, en fait, je trouve des solutions du style, voilà, tiens, sur cette pool décentralisée, eh bien, ils utilisent tel smart contract parce que ça. Mais si on utilise un bridge, puis on repasse ici, on wrap le token et on le déwrap, ça fait le même résultat, mais en mieux. Donc, c'est ce genre de problème que je résous un petit peu. Et du coup, ça fait le lien avec comment on va dire, on choisit d'investir sur une startup ou non. En fait, faut justement qu'une startup résout un problème. Et ça, moi, j'en vois énormément passer. Elle ne résout aucun problème. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner d'argent en tant qu'entrepreneur fondateur si notre boîte ne résout pas de problème, et aussi en tant qu'investisseur. La plupart des boîtes aujourd'hui, bon, si on passe le fait qu'il faut qu'elles réussissent financièrement, qu'elles soient rentables, qu'elles trouvent leur product market fit, donc le produit qui fit le marché, etc. Eh bien, la plupart, elles ne servent à rien et elles jouent sur des hypes de marché. Donc, si on prend l'exemple de 2020-2021, c'était les ICO crypto. Donc, on levait des fonds, des 10, 20, 50, 100 millions très facilement. Et ensuite, la boîte peut vivre sur cette trésorerie pendant plusieurs années tranquillement. Mais la boîte en soi n'arrive jamais à trouver un produit qui ajoute de la valeur et qui permet de tirer des bénéfices. Mais elles ont de la chance, elles ont levé 20, 50, 100 millions, donc elles peuvent résister pendant plusieurs années. Et bon, avec cet argent, tu peux quand même te payer les meilleurs experts pour trouver un produit qui correspond sur le marché et tester plein de produits. Et peut-être qu'au bout de 5 ans, tu trouveras un produit convenable. Mais voilà, si vous investissez sur une société, une start-up non cotée, ou même, j'ai envie de dire, une crypto-monnaie, mais bon, le truc, c'est qu'une crypto-monnaie, en fait, la problématique, c'est la captation de valeur. Je crois que j'ai dû faire une vidéo dessus, je vous la mettrai en lien si besoin. Mais quand on investit sur une crypto, un token, en fait, où est la relation entre la création de valeur de la société et le token? Généralement, il n'y en a pas ou très peu. Donc, le token, en fait, suit les conditions de marché. Généralement, il va à la baisse parce que les fondateurs ou même l'entreprise va vendre des tokens, faire une pression vendeuse, et ça va être le particulier qui va acheter. Mais à terme, ça va tout en bas. Surtout que comme il y a des cycles, il y a des nouvelles cryptos qui émergent, etc. La captation de valeur d'un token n'arrive quasiment jamais à se faire. Il y en a peut-être une cinquantaine dans le monde qui réussissent. Donc voilà, mais même si vous investissez sur une société via une crypto, eh bien généralement, il faut comprendre comment la boîte peut faire des profits d'un point de vue fondamental. Je ne parle pas du tout d'analyse technique dans cette vidéo. Eh bien, il faut qu'elle résout un problème. Et c'est ça le problème où, en fait, c'est bien d'avoir une tech, c'est bien d'avoir la meilleure idée. Mais en fait, si le marché n'accepte pas, eh bien, ça veut dire que le marché n'a pas réellement de problème. Et je l'ai vu encore hier, sans citer de nom. C'était, alors, j'ai jamais compris ce qu'il faisait, mais pour pas trop donner d'indices, en gros, ils avaient une sorte de communauté en ligne, incubateur, voilà, pour faire très large. Et en fait, ouais, ils se sont rendus compte que le produit qu'ils proposaient ne marchait pas. Bah ouais, parce qu'en fait, généralement, on crée d'abord sa communauté. Alors là, on parle plutôt de solopreneurs, infopreneurs, ceux qui vendent coaching, formation, accompagnement. D'abord créer sa communauté et ensuite on demande à sa communauté ce qu'elle a besoin. Pour une entreprise,
on va dire plus dans la tech ou deep tech, généralement, c'est dur de se créer une communauté là-dedans parce que c'est tellement technique que en fait, on ne peut pas trop demander de feedback à des mecs vraiment très tech qui s'en foutent des réseaux sociaux, qui sont plus sur Reddit, Discord, etc. On peut toujours demander, mais ce n'est pas eux les end users généralement. Donc voilà, suivant la catégorie de boîte, par exemple ma startup que j'ai cofondée, mais en fait là c'est de la deep tech, donc de la tech avec de la science, avec tout un tas de trucs que même moi je ne comprends pas, mais j'ai pas besoin de comprendre vraiment d'un point de vue très deep, science computing, etc. pour exceller, on va dire, à ce que je fais. Donc tout ce qui est relié aux problèmes dans la finance décentralisée, protocole de stacking, etc. Mais en fait, euh, là-dedans, il faut vraiment se dire, ok, euh, soit je fais un truc qui parle au marché, à des end users, des particuliers qui utiliseraient directement ce produit. Donc, je crée ma commu et je leur parle. Soit je crée un truc très tech qui parle plutôt à du B2B, des institutionnels. Et là, en fait, il faut que je trouve quand même le moyen de leur demander si ça les intéresse. Ou bien si on a assez de recul et on a de l'expérience en tant qu'entrepreneur. Alors j'estime que je n'ai pas du tout assez d'expérience dans ce milieu. Par contre, je suis entouré de plein d'autres personnes qui ont déjà excellé là-dedans. Et du coup, à plusieurs, on sait potentiellement ce que le marché a besoin. Donc si on parle concrètement, c'est infrastructure Internet, infrastructure blockchain, objets connectés, IoT, etc. Donc, on a identifié des problématiques qu'ont les grosses entreprises. Et du coup, de ce fait, on peut développer un produit sans forcément parler au particulier qui n'a pas conscience de ces problèmes. Mais voilà, pour faire simple, c'est si vous investissez sur une boîte, posez-vous la question, est-ce qu'elle résout un problème? Si ce n'est pas vraiment le cas, si ce n'est pas une douleur forte, si les clients de cette boîte ne se disent pas il me faut absolument ce produit, en fait, ça ne marchera jamais. Alors oui, on peut, surtout en ce qu'on appelle en early stage, donc en seed ou en pré-seed. Donc c'est des phases de levée de fonds sur des startups qui ne sont pas encore matures, qui ne font pas encore d'argent, qui se cherchent justement, qui cherchent quel produit faire. Ils ont peut-être une technologie, mais quel produit faire pour que ça matche sur le marché? Eh bien, le but est d'investir du coup sur une team. Et si la team est bonne, elle saura rebondir sur différents produits. Si lui ne marche pas, on va peut-être essayer lui ou lui, jusqu'à trouver un qui fonctionne et être rentable. Mais si le problème profond n'est pas, n'est pas vraiment un problème, quoi, en fait, ça ne marchera jamais. Et ça, on en voit tellement, surtout en crypto, ou enfin, en Web3, on va dire de manière générale, parce que crypto, c'est le terme financier de la blockchain et derrière il y a plein de choses. Mais voilà, globalement c'est tiens, je vais créer un autre layer 1, tiens, je vais créer un autre layer 2, tiens, il y a ce protocole de DeFi sur Arbitrum, je vais faire un fork, donc je vais le copier-coller sur Berachain. Tiens, il y a un fonds d'investissement qui existe en crypto qui s'appelle je sais pas quoi sur Arbitrum, je vais le copier-coller sur Linea, etc. Et en fait, c'est que des trucs de copier-coller. Je copie, je colle, je copie, je colle et je surfe les hypes de marché. Berachain qui ont levé, j'en sais rien, 100 millions. Derrière, ils donnent de l'argent aux builders. Donc, tiens, je vais builder ici. Puis 6 mois après, il y a, j'en sais rien, Linea ou Scroll qui, pareil, ont levé de l'argent, qui vont donner des fonds. Donc, je vais copier-coller ici et ici. Mais c'est tout le temps suivre les hypes de marché à ceux qui lèvent de l'argent, en redistribuent. Donc, bam, j'essaye de prendre ma part de gâteau et puis je saute de projet en projet. Mais il n'y a jamais de valeur qui est créée, il n'y a jamais de douleur réelle qui est créée parce que, en fait, c'est de l'argent qui circule, mais sans jamais création de valeur. Et c'est ça la grosse problématique des sociétés Web3. Et c'est pour ça que j'ai quasiment pas de société Web3 dans mon portefeuille parce que ça capte jamais de valeur, ça crée jamais de valeur et sur le long terme, c'est très très dur d'en trouver. Et quand on en trouve une, eh bien, potentiellement là c'est le jackpot. Mais c'est assez compliqué parce que tous les builders en fait ils sont juste là pour du très court terme et ils n'y arrivent jamais à créer vraiment un truc long terme. Donc voilà, c'était un peu pour vous partager cette notion de il faut trouver une société qui résout un vrai problème et bien creuser. Et une fois que c'est fait, on peut potentiellement tomber sur un petit jackpot. De toute façon, c'est toutes les boîtes tech, hein. Si on prend l'exemple de Airbnb à l'époque,
En fait, c'était, voilà, on apporte là, alors j'ai plus le terme exact, mais on décentralise l'hôtellerie. Alors c'est pas vraiment ça, mais bref, vous m'avez compris, marketplace d'hôtellerie, mais pour le particulier. Pareil pour les taxis Uber. En fait, on donne la possibilité à tout le monde de devenir Uber et de le faire. Donc on split en mode marketplace. Voilà, même façon, Airbnb, Uber, etc. Donc ça, c'était la mode des sociétés qui valent aujourd'hui des milliards. Ben, je pense que ça va venir la mode un peu des boîtes blockchain Web3 qui apportent une vraie utilité via la blockchain. Euh, et une fois qu'on en trouve une, ben, ouais, faut essayer de la suivre. Quand je dis la suivre, c'est en tant qu'investisseur, en tant que builder, essayer de travailler avec eux, ou même en tant que juste soutien sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ce genre de sociétés qui peuvent nous permettre potentiellement de gagner de l'argent, mais aussi de changer les choses et d'apporter vraiment quelque chose de concret et une vraie création de valeur. Je vous mets en description deux liens. Le premier, c'est mon livre Qui crée l'argent, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur l'élite financière et comment elle arrive à s'enrichir. Et puis le deuxième, c'est pour rejoindre mon club de Business Angel qui est pour l'instant gratuit. Honnêtement, j'apporte pas beaucoup de valeur pour l'instant. Je suis assez occupé. Mais voilà, ça permet de partager des deals de temps en temps dans lesquels j'investis et je me positionne en tant que Business Angel.